Il est temps que je vous parle de la problématique que j'ai retenue pour ma thèse professionnelle sur les accidents de dimensionnement des futurs réacteurs de fusion. Actuellement, pour les réacteurs de fission et les autres laboratoires et usines du cycle du combustible nucléaire, on utilise une méthode pour identifier et caractériser les accidents de dimensionnement. Cette méthode est-elle pertinente pour identifier et caractériser les accidents de dimensionnement des futurs réacteurs de fusion? Alors voici les hypothèses que j'ai retenues pour l'élaboration de cette thèse. Tout d'abord, il faut qu'il y ait le succès des programmes de recherche autour d'ITER. Il y a deux grandes problématiques qui sont très connues à propos d'ITER. C'est tout d'abord la capacité qu'un réacteur de fusion aura à produire lui-même son tritium. Parce qu'à l'instar de Superphénix, il faudra absolument qu'un réacteur de fusion produise son tritium sur place. Pour ça, il y a des programmes de composants face au plasma tritigène qui seront testés sur ITER. La seconde grande problématique, c'est la tenue des matériaux sur des neutrons face à des neutrons de haute énergie. Ça, ce sera une problématique qui sera abordée dans l'installation IFMIF qui sera construite au Japon et qui sera exploitée parallèlement à ITER. Ensuite, il y a une grande problématique qui est celle du plasma. La première, c'est la tenue du plasma, la limitation des effets de disruption du plasma, l'interaction chimique des matériaux, des composants faisant face au plasma en beryllium avec la vapeur et l'eau, la maîtrise de la formation de poussière durant les transitoires. Il y a aussi la problématique du chauffage du plasma par injection de neutres et injection de glaçons. Tout ça, ce sont des problèmes qui sont non résolus, ce sont des enjeux de recherche qui devront être résolus par ITER. Ensuite, il y a la problématique de la détritiation. Détritier, ça veut dire retirer le tritium de l'air, détritiation de l'air et détritiation de l'eau à grande échelle. Plus des problématiques technico-économiques comme la robotique. Donc tous ces programmes de recherche devront être couronnés de succès avant qu'on envisage des mots. Ensuite, comme hypothèse forte pour cette thèse professionnelle, j'ai utilisé une démarche qu'on utilise en Europe occidentale et aux États-Unis pour identifier et caractériser les accidents de dimensionnement. L'Académie des sciences, qui a repris le travail du groupe européen sur la fusion, a élaboré 4 dessins possibles pour le réacteur démo. Moi, je n'ai retenu que le démo qui est le plus proche des techniques actuelles. Donc, ça nous fait un démo 2,3 fois plus gros qu'ITER. Et donc, les techniques de construction seront celles que l'on connaît sur les réacteurs nucléaires actuels, et aussi celles qui sont mises en œuvre sur les réacteurs de génération 4. Donc en clair, on aura un démo avec des parois refroidies par eau. Qu'est-ce qu'un accident de dimensionnement? La sûreté des installations nucléaires utilise le concept de défense en profondeur. La défense en profondeur comporte 5 niveaux. Tout d'abord, il faut avoir une installation fondamentalement sûre. Deuxièmement, il faut maîtriser les situations de fonctionnement anormales. Le troisième niveau consiste à maîtriser les accidents à l'intérieur des hypothèses de conception. C'est là que se trouvent nos accidents de dimensionnement. Les accidents de dimensionnement servent de base de conception à l'installation, et c'est pour ça qu'on dit qu'ils dimensionnent l'installation. Le 4e et le 5e niveau seront développés dans les autres thèses professionnelles. Le deutérium n'est pas radioactif. Donc, dans les éléments qui servent au combustible, il y a uniquement le tritium qui est radioactif. Extrait du livre blanc sur le tritium, voilà un graphique qui montre sur une échelle logarithmique la radiotoxicité croissante, avec les coefficients de dose qui sont de plus en plus élevés que l'on s'élève dans l'axe des Y. Ici, on trouve le tritium gazeux,
l'autricier, le tritium organiquement lié. Entre parenthèses, j'ai indiqué la période ou demi-vie de radioactivité de ces éléments, de ces radionucléides. Ensuite, on trouve le carbone 14, le césium, l'uranium, le plutonium, le polonium, c'est-à-dire les produits de fission ou les éléments qui servent au combustible en fission. Par contre, le tritium, qui est un émetteur bêta de faible énergie, de 18 kV, donc les électrons sont émis et arrêtés dans l'eau ou les tissus biologiques. La grande problématique du tritium, c'est quand il est ingéré ou inhalé, puisque le tritium va se substituer à l'hydrogène de notre eau ou de nos tissus organiques, et donc on aura à l'intérieur d'un être vivant qui aura ingéré ou inhalé du tritium des cellules radioactives. La fusion est que le plasma est par nature instable. Il est difficile à contenir, il peut s'effondrer dans ce que l'on appelle une disruption. Au jour d'aujourd'hui, on constate que 10% des tirs plasma des tokamaks s'accompagnent de disruption. Le jet a été soulevé en 1984 lors d'une disruption, puisque ces disruptions peuvent s'accompagner d'un haut faisceau d'électrons qui vient attaquer les composants au plasma, les tuyauteries. Ici, on a une photo qui a été prise sur le tokamak Hasdec en Allemagne, après une disruption et un haut faisceau d'électrons, et on voit très clairement que les tuyaux ont été attaqués par le haut faisceau d'électrons. D'autre part, il y a activation par les neutrons rapides des parois. Donc, à notre inventaire radiologique en tritium vient s'ajouter des composés métalliques, fer, cobalt, etc., beryllium, qui sont donc radioactifs car activés par l'activité du plasma. Me direz-vous, mais cet inventaire n'est pas mobilisable. Mais si, puisque le plasma, en fait, va attaquer et produire des poussières, donc des poussières qui seront donc radioactives, et donc on aura donc des éléments qui seront mobilisables, susceptibles de se retrouver à l'extérieur lors d'un accident. En plus, on a des composants qui seront liés à l'eau, et donc on a d'autres termes radiologiques qui s'ajoutent à notre tritium radioactif. Donc si on fait une petite comparaison entre un réacteur de fission et un réacteur de fusion, dans un réacteur de fission, on a un terme source qui est solide, hautement radioactif, mais très localisé à l'intérieur du cœur du réacteur. Alors que dans un réacteur de fusion, on a un terme source qui est sous forme de plasma, sous forme de gaz, un petit peu, de l'ordre de quelques grammes à l'intérieur de notre tokamak, de notre chambre à vide, mais surtout en mouvement à partir du bâtiment tritium, et donc en mouvement perpétuel dans notre installation, sachant qu'en plus le tritium qui est petit est difficile à piéger, et donc sous forme gazeuse principalement. Il n'y a pas de risque d'emballement sur un réacteur de fusion, et donc les fonctions de sûreté d'un réacteur de fusion sont un petit peu différentes. On n'a pas le contrôle de la réaction en chaîne, mais on a, comme dans les réacteurs de fission, le confinement des matières radioactives et la limitation des expositions internes et externes. L'évacuation de la chaleur résiduelle des parois activées est une sous-fonction de sûreté. Autre particularité intéressante de la fusion, on n'a aucun risque de criticité.